pour cette table ronde sur l'éolien en mer, un moteur de la croissance bleue. J'appelle pour une introduction formelle Jérôme Deflessel, donc, qui est responsable du financement des énergies renouvelables au sein de la Société Générale. Et puis, on va installer les intervenants de la table ronde qui vont s'installer maintenant. Donc, Vincent Vallès. Vincent Vallès, voilà, vous êtes au Conseil national de la mer et des littoraux et vous travaillez également pour WPD Offshore. Denez Lostis, vous êtes président d'honneur de France Nature Environnement. Alors, vous avez aussi monsieur Olivier Laroussini. Ah oui, Olivier, pardon. Donc, vous êtes l'adjoint de Catherine Chabot, qui malheureusement n'a pas pu venir pour une réunion interministérielle qui s'est calée à ce moment-là. Donc, vous êtes l'adjointe Catherine Chabot, en tout cas de la délégation à la mer et au littoral, au ministère de la Transition écologique et solidaire. Et monsieur Olivier David, donc vous êtes de la DGEC, la DGEC, sous-directeur des systèmes électriques et énergies renouvelables, également pour le ministère de la Transition écologique et solidaire. Monsieur Filippo Simitan, président de Siemens Wind Power France. Et voilà, monsieur Jean-François Petit, directeur général adjoint Business Développement de la société RES. Et monsieur Hardwig Schnöckel, donc vous êtes project manager développement de l'éolien pour la société allemande ENBW. Voilà, et dans un premier temps, donc en introduction, monsieur Deflessel pour la Société Générale, qui va nous parler de financement des parcs éoliens en mer. Bonjour à tous. En tant que responsable de l'activité financement de projets énergie renouvelable de la Société Générale et aussi administrateur de la FEE de la première heure, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui à ce 8e colloque national éolien. Au cours de cette table ronde, donc, nous allons parler du développement de la filière de l'éolien maritime en Europe et bien sûr des progrès considérables réalisés ces dernières années. Alors bien sûr, l'éolien maritime en France en est à des phases de développement avec des premiers parcs dont nous verrons très bientôt les constructions, mais l'éolien européen maritime s'est développé depuis environ une décennie avec aujourd'hui plus de 12 gigawatts en opération et environ 15 si on inclut les projets en construction. Alors quand nous avons réfléchi à l'organisation de cette table ronde, il nous est paru évident que vous auriez envie d'entendre et de débattre avec les principaux acteurs de cette filière, les développeurs, les investisseurs, les équipementiers, les installateurs et aussi les différents services des États qui mettent en place les schémas réglementaires pour accueillir ces projets d'amplitude. Pour compléter ces échanges, il nous a paru également évident qu'il est nécessaire de faire un petit couplet sur les financements, compte tenu de la magnitude des opérations dont on parle. 4 à 500 MW par projet, plus d'1 milliard d'euros de dettes à lever sur chacune des transactions. Évidemment, le sujet est d'ampleur. Alors Carole m'a demandé de vous apporter rapidement le point de vue du banquier sur le secteur et m'a demandé de répondre à la question: est-ce que les projets français parviendront à lever les financements qui sont nécessaires? Alors j'ai préparé deux réponses. La première est très brève, elle a au moins le mérite de répondre à l'objectif. Elle est courte: oui, les banques financeront les projets français. La deuxième réponse que j'ai préparée est un petit peu plus élaborée et cherche à répondre à 3 questions. La première, c'est qu'en est-il de la perception du risque éolien maritime par les banques? Alors effectivement, au cours de la dernière décennie, environ 30 grands projets européens et un américain ont réussi à lever des montants de dette de l'ordre du milliard d'euros. Et force est de constater qu'au cours de cette première phase d'investissement, un certain nombre de risques qui étaient anticipés se sont matérialisés avec des expériences variées, mais en tout cas des expériences. Alors fort de cette expérience qui a été gravie et acquise finalement avec l'ensemble des parties prenantes, les banques ont gagné en maturité, en compréhension des risques, en quantification des risques et aujourd'hui le sentiment et le constat est que les banques ont de l'appétit pour ce secteur, pour les transactions qui sont, en tout cas quand elles sont bien structurées. Donc le sentiment est globalement positif et effectivement je pense que les banques seront tout à fait à même de continuer à financer cette filière en pleine mutation.
La deuxième question qui vient tout de suite, c'est la liquidité bancaire. On entend beaucoup parler de 4, 5, 6 gigawatts par an d'ici 2023. On entend parler de 50, 60 gigawatts d'ici 2030. Évidemment, les montants de dettes associées font un peu froid dans le dos. À cette question de liquidité, probablement qu'il y a quelques années, je vous aurais répondu que le sujet est bien là. Qu'il y a quelques banques, probablement qui tiennent sur les doigts d'une main, qui sont capables de structurer ce type d'opération et qu'elles peinent un peu à la distribution de ce crédit dans le marché secondaire de la dette. Aujourd'hui, ce constat est périmé. C'est, je pense, une bonne nouvelle pour la filière et c'est la conclusion de 10 ans de montée progressive des financements dans l'industrie. Aujourd'hui, il y a 40 à 50 banques qui financent régulièrement des grands projets offshore en Europe et qui sont prêtes à continuer à accompagner la filière. En termes de montant et pour illustration, en 2016, 7 grands projets ont levé de la dette pour plus de 8 milliards d'euros. En 2017, on a déjà 6 projets qui ont levé plus de 5 milliards en cumulé de dettes, et tout ça dans le marché de la dette bancaire. Donc le constat est qu'effectivement, le message qu'on veut porter, c'est que les projets continueront à se financer par de la dette bancaire et que les volumétries dont on parle sont à l'échelle des capacités bancaires. Alors néanmoins, je veux attirer votre attention sur le fait qu'il faut qu'on continue tous à entamer et poursuivre des démarches pédagogiques auprès des investisseurs institutionnels. Ces investisseurs institutionnels financent régulièrement les infrastructures, l'immobilier, un certain nombre de secteurs, assez peu l'énergie, très peu l'énergie renouvelable. Ce sont des poches de liquidité très importantes et nous pensons qu'il est nécessaire de continuer à travailler avec elles, avec ces investisseurs, pour justement préparer leur entrée progressive sur le secteur qui permettra d'accroître encore la liquidité disponible et potentiellement de tendre un petit peu les conditions, d'améliorer les conditions pour les porteurs de projets et donc contribuer effectivement à la réduction des prix. La troisième et dernière question à laquelle j'ai cherché à répondre, on est dans une filière qui est en pleine maturité, en pleine croissance, en pleine révolution. Chaque projet est différent du précédent. Et une question naturelle est probablement de se dire, est-ce que les banques ne seront pas un peu castratrices de ce progrès? Sauront-elles accompagner, soutenir et finalement profiter et partager ce progrès? Ou à l'inverse, auront-elles une approche un peu conservatrice compte tenu des enjeux, mais surtout du manque de maturité de, par exemple, chacune des nouvelles turbines qu'on est amené à financer, qui bien souvent est une turbine qui est encore assez peu déployée. Alors cette question, elle est bonne. Je pense que la réponse est assez claire. Mon point de vue est que non, les banques ne seront pas castratrices du progrès. Je pense même qu'elles contribueront et qu'elles seront motrices sur un certain nombre de développements. Alors pour étayer cette position, je pense qu'on peut illustrer par les progrès technologiques. Les banques ont été amenées à financer tout type de turbines, des 2, des 3, puis des 5 et des 6, des 8 et des 10 et sans doute bientôt beaucoup plus. C'est-à-dire à financer des turbines qui sont en phase de fin de développement, en cours de certification, pour lesquelles on a des premiers prototypes, des séries 0 et pas tellement plus. Et elles ont réussi à s'habituer, elles ont réussi à comprendre et finalement à financer ces innovations. À peu près le même constat pourrait être fait sur les fondations. Pour illustrer, on pourrait parler du projet américain de Block Island qui a utilisé les premières Aliades de GE, qui sont les turbines qui seront largement déployées au large de nos côtes françaises dans assez peu de temps par EDF et par Enbridge. Ces turbines ont été financées par des banques dont la Société Générale. En termes de fondation, au mois d'août dernier, un closing important a eu lieu, c'est celui du projet allemand Deutsche Bucht, qui est un projet qui vient de lever 1 milliard de dettes avec des designs de fondation complètement novateurs. Donc les banques ont su s'inscrire dans le progrès et en aucun cas n'ont, je dirais, bridé la filière et les développeurs de projets dans leur progrès. S'agissant des schémas réglementaires, force est de constater qu'aujourd'hui, les schémas réglementaires dans chacun des pays sont différents, même s'il y a une certaine tendance à l'uniformisation. Dans le détail, ils sont tous différents. Et les banques, effectivement, ont dû apprendre à travailler avec ces schémas réglementaires complexes, évolutifs et multiples.
Que ce soit en Grande-Bretagne, au Danemark ou en France, les banques aujourd'hui interviennent avec leurs clients, conseillent leurs clients dans les négociations avec les différents services de l'État, de façon à construire des schémas réglementaires qui soient bancables, le mot est un peu affreux mais je crois qu'on comprend bien ce que ça veut dire, qui permettent d'optimiser les structures de dette et d'optimiser les allocations de risque. Donc les banques sont plutôt assez motrices dans ces négociations et souhaitent y participer, apporter leur pierre à l'édifice de façon à effectivement s'assurer que sur le long terme, les projets lèveront les financements dont ils ont besoin. Alors à ce titre-là, je crois qu'on peut saluer les interactions qu'on a en ce moment avec les services de l'État français. On est en interaction permanente avec les lauréats du premier et du deuxième appel d'offres. On est en dialogue compétitif sur le nouvel appel d'offres sur la zone de Dunkerque. Et ces discussions qui ont lieu de façon tout à fait transparente et qui avancent tous les jours un peu plus, permettront de stabiliser ces schémas et d'optimiser les conditions de levée des dettes pour les projets, les 6 déjà alloués et les prochains à venir. J'espère que ces arguments vous auront à peu près convaincu que les banques, en aucun cas, n'ont comme motivation d'être castratrices du progrès. Elles essaient de courir derrière, de s'habituer à l'idée, d'accepter le progrès et parfois d'être force de proposition sur un certain nombre de développements. Pour conclure, je voudrais vous dire que la Société Générale est présente sur ce secteur depuis 2007, qu'elle a financé, conseillé plus de 50% des projets européens et nos équipes sont entièrement mobilisées pour accompagner le développement de l'éolien maritime français et nous sommes déjà largement impliqués sur un certain nombre des projets que nous connaissons tous. Et au-delà de la Société Générale, je voudrais aussi vous passer le message que nous sommes régulièrement approchés par la sphère financière internationale qui cherche à savoir où en est l'éolien français, quels seront les besoins, quels seront les profils de risque, et tout ça dans le but de nous apporter leur contribution pour les levées de dettes qui sont à venir. Donc sur ces messages positifs, je repasse la parole à Carole et aux participants de la table ronde. Merci. Merci Jérôme Defléchel donc pour la Société Générale. Les banquiers sont rassurés pour l'éolien en mer en France. Alors, monsieur Jean-François Petit, donc vous êtes vice-président de la commission offshore de France Énergie Éolienne et directeur général adjoint de RES. En tant que justement responsable de vice-président de la commission offshore, peut-être pouvez-vous nous rappeler, déjà refaire un point sur la situation des parcs éoliens en mer en France à ce jour. Bonjour à tous. Alors peut-être une première réaction juste avant votre question. J'ai apprécié les propos de la Société Générale sur la confiance de la finance sur les parcs éoliens en Europe et également pour les parcs à venir en France, bien que nous avons des différences et je pense qu'il faudra que la profession démontre qu'on sait gérer ces différences et on a encore un certain nombre de choses à clarifier et à garantir. Je pense notamment aux conventions de raccordement pour lesquelles il va falloir qu'on ait des garanties sur les délais de mise en service ou sur la disponibilité lors de l'exploitation des parcs. Voilà, donc il y a un certain nombre de petites choses pour lesquelles on n'est pas encore aligné sur nos voisins européens et pour lesquelles, j'ai cité juste un exemple, mais pour faire court, je m'arrêterai là. Il y a pas mal de choses pour lesquelles je pense qu'il faudra que l'on, vis-à-vis des banques, démontre que l'on sait travailler aussi bien que nos voisins. Donc, par rapport au parc éolien offshore en France, pour l'instant, tout le monde sait qu'en 2004, on avait eu un premier appel d'offres avec 10 candidats. Un candidat retenu pour un projet de 100 MW au large de Veulettes-sur-Mer. Malheureusement, ce projet n'a pas pu voir le jour, mais il a défriché pas mal de sujets qui maintenant sont quand même beaucoup plus matures d'un point de vue réglementaire. Donc l'aventure a plutôt démarré en 2011 avec l'appel d'offres Creux 1 qui a vu retenir 4 projets. Pour à peu près 2000 MW. Donc ces projets sont maintenant complètement autorisés. Malheureusement, ils font l'objet de recours de la part des tiers. Et malgré les réformes récentes, ces recours sont gérés en environ 2 à 3 ans. Donc j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais là aussi, on a un souci sur le temps d'instruction de ces recours. En 2013, on a eu un deuxième appel d'offres creux avec seulement 2 projets finalement retenus, donc pour environ 1000 MW, pour des MSI, des mises en service qui sont prévues entre 2020 et 2023. Donc ces projets ne sont pas encore autorisés, peut-être auront-ils aussi des recours. Donc on voit que 6-7 ans après les premiers awards, la nomination des lauréats de ces 2 appels d'offres, on n'a toujours pas de projet en mer et encore un certain temps avant de voir des projets en mer. Plus récemment, en 2016, on a eu l'appel d'offres pour des projets pilotes flottants,
4 projets retenus pour 96 MW, je crois, pour des mises en service prévues en 2020, donc des délais plus courts avec des process administratifs différents. Mais à nouveau, on verra si les recours permettent de tenir ces délais. Et cette année, en 2017, nous avons eu un appel d'offres creux 3 pour un projet, le projet de Dunkerque, 500 MW. Donc au final, en 6-7 ans, on a eu à peu près 3500 MW attribués, et avec un rythme d'appel d'offres qui s'étire un petit peu et un nombre de projets qui diminue à chaque fois. Donc on a une petite inquiétude au niveau de la profession sur la suite, et on serait très attaché, que ce soit les développeurs mais aussi les industriels, à maintenir un rythme dans les appels d'offres et maintenir un nombre de projets à chaque appel d'offres suffisant pour que la filière industrielle puisse confirmer son installation en France, confirmer l'innovation et faire baisser les coûts. Alors, quels sont justement les enjeux et les attentes de la filière ? Alors au niveau de France Énergie Éolienne, on avait proposé des objectifs pour des mises en service avant fin 2030 à hauteur de 21 gigawatts pour l'ensemble des projets éoliens posés et flottants. Pour atteindre ces objectifs, nécessairement, il y a encore un travail à faire et des priorités. Donc nos priorités sont dans l'ordre de la priorité numéro 1. Aider les projets des appels d'offres 1 et 2 et des appels d'offres flottants, des projets de l'appel d'offres flottant, pour les réaliser, pour démontrer que ça fonctionne, que la filière existe, que c'est une réalité, consolider et finaliser la mise en place des industries avec les usines dans les différents ports de France pour les différentes éoliennes, mais aussi pour les fondations. Et en 2, il faut poursuivre le développement de la filière en la supportant selon au moins 3 axes principaux. En premier, je voudrais parler de la simplification des procédures administratives dans leur ensemble pour le permitting, mais aussi pour le process d'appel d'offres. Assurer une continuité, comme je le disais avant, en continuant à lancer les appels d'offres, même si c'est pour un projet ou 2 projets. En attendant le 3e axe, qui est la programmation, la planification en espace, temps, volume, c'est-à-dire où allons-nous mettre des projets, quand et pour quelle quantité. L'ensemble de la profession a besoin de cette visibilité. L'ensemble de ces paramètres aidera à baisser les coûts au fur et à mesure que la filière s'installera. Donc peut-être, si je peux continuer sur nos priorités et concernant la simplification des process, il faudrait mettre en place des procédures de permitting et d'appel d'offres que je qualifierais de 2.0. On a déjà eu des progrès, il y a eu un gros travail de fait, notamment dans le cadre du 3e tour pour le projet de Dunkerque. Il y a des progrès significatifs qui ont été faits. Néanmoins, je pense qu'on peut continuer à travailler, en premier lieu, sur l'anticipation des études pour dérisquer ces zones. Donc il y a des éléments qui ont été fournis aux candidats du 3e tour. Néanmoins, la qualité de ces études ne permet pas, à notre sens, de diminuer suffisamment les coûts. Il y a encore des études complémentaires à réaliser par les opérateurs. Je prendrai juste un exemple. Il semble qu'à minima, 5 candidats ont missionné des bateaux pour refaire des études de géophysique, alors même que des études de géophysique étaient fournies. Donc, je pense qu'on peut progresser là-dessus. Et plus les études pour dérisquer les sites, donc les études de vent, les études de sol notamment, permettront de diminuer les coûts, le LCE des projets. En 2, je pense qu'il faut donner de la souplesse dans la définition technique des projets. Aujourd'hui, et pour les appels d'offres 1 et 2, et pour le 3, je ne connais pas encore la définition du cahier des charges final, mais on demandait aux opérateurs de définir très en amont leur projet d'un point de vue technique, la dimension des machines, la position des machines, les plans de câblage à agréer avec les pêcheurs, et en précisant tous ces éléments très en amont, donc pour l'appel d'offres 8 à 10 ans avant la mise en service, pour le permis de construire 4 à 5 ans avant la mise en service, on ne peut plus changer et donc on ne peut pas profiter des évolutions technologiques, on ne peut pas profiter des effets de baisse des coûts, voire on a des difficultés quand les industriels se regroupent. Mais des fois c'est aussi un avantage de changer d'industriel, on le verra tout à l'heure, mais ça génère des délais supplémentaires dans le déroulement de nos projets. Donc il faudrait que dans le cadre, dans un premier temps, de l'autorisation environnementale, dans la notion de permis de construire, on tende vers ce qui se fait en Hollande, la notion de permis enveloppe. Le permis enveloppe, c'est un permis qui permet de définir une zone et des caractéristiques maximales ou minimales du projet et des
toute caractéristique qui pourrait avoir un impact sur l'environnement est indiquée avec des mini et des maxi et éventuellement des prescriptions. Ensuite, l'opérateur, dans ce cadre-là, va développer son projet en respectant ses minimums et ses maxi. Donc, avant d'arriver à ce stade de permis enveloppe, je pense qu'il y a des étapes intermédiaires, dont notamment la réalisation de l'état initial. Ce serait un progrès important. Par contre, pour réaliser l'état initial, il faut à minimum 2 ans, faire les études et les remettre. Donc, ce que l'on souhaiterait, c'est que pour le prochain ou les prochains appels d'offres, ne pas attendre d'en arriver à ce stade pour lancer, je pense notamment au projet d'Oléron, mais en tout cas, c'est dans cette direction que l'on souhaite aller en termes de cible. Autre axe de travail sur l'appel d'offres, il faudrait qu'il soit plus simple en termes de critères d'attribution. On était habitué sur les appels d'offres 1 et 2 à avoir une foultitude de critères assez compliqués et à remettre des dossiers qui faisaient entre 4000 et 5000 pages pour chaque candidat et pour chaque projet. Donc, simplifions l'appel d'offres, allons vers peut-être même un seul critère, le critère du prix, mais ne précisons pas trop dans l'appel d'offres les caractéristiques du projet pour les mêmes raisons que précédemment, pour bénéficier des évolutions technologiques. Un dernier point qui pourra faire gagner beaucoup de temps, c'est la durée des recours. Donc je disais, on a bénéficié d'une réforme qui nous permet d'avoir que 2 instances de recours. Néanmoins, il faut quand même encore 2 à 3 ans pour purger ces recours. C'est long. Il faudrait certainement réfléchir à descendre peut-être à une seule instance, ou à travailler sur les motifs, les exigences des intérêts à agir qu'ont nos requérants. Donc là, certainement, il y a des marges de progrès. En empilant ces différentes marges de progrès, certainement, on pourrait gagner de 2 à 4 ans sur le temps de développement de nos projets pour une durée totale actuelle d'environ 10 ans. J'avais un dernier point, peut-être rapidement, parce que je pense que le temps passe. C'est sur la programmation et la planification. Il est important d'avoir une visibilité dans le temps et peut-être qu'il faudrait étager cette visibilité sur plusieurs périodes de temps. Dans un premier temps, la programmation, qui serait une vision plutôt court terme, entre 3 et 5 ans, permettrait d'avoir une vision précise des zones et des projets à une maille assez proche de la taille des projets qui sortiraient des appels d'offres. Là où une planification permettrait à échéance 5 à 10 ans d'aider l'ensemble des acteurs, que ce soit les régions qui gèrent les ports, que ce soit le gestionnaire du réseau de transport qui pourrait anticiper la mise à disposition du réseau et de capacité de raccordement 5 à 10 ans à l'avance, de prévoir où installer des usines sur les ports, des postes sources pour le raccordement. Tout ça permettrait également sur la planification long terme de travailler sur la coexistence des différents usages sur l'espace maritime pour progressivement descendre sur un zonage précis région par région. Et je voulais rappeler que pour atteindre notre objectif de 21 gigawatts en 2030, l'emprise de ces parcs ferait environ 3000 km², c'est-à-dire moins de 0,8% de l'ensemble de l'espace maritime français. Donc, il ne faut pas avoir en tête que le conflit d'usage est un problème. C'est un problème quand on travaille sur des macro-zones au début de la planification, mais petit à petit, quand on descend vers des projets précis et construits, il y a nettement capacité à travailler tous ensemble. Donc, on a une courbe d'apprentissage en France. Je crois qu'on peut s'en féliciter. On a bien avancé. Il y a encore des marges de progrès pour passer de l'apprentissage à la maturité, en travaillant essentiellement sur la refonte ou l'évolution du cadre réglementaire, une programmation pluriannuelle espace, temps, volume. La profession va s'industrialiser pour monter en compétitivité, c'est certain, et avec un rythme régulier d'appels d'offres et sans attendre la mise en place de cette planification et sans attendre la mise en place de la simplification, lançons l'appel d'offres pour un 4e tour pour Oléron le plus tôt possible, avant fin 2017 si possible. Lançons un appel d'offres commercial pour l'éolien flottant. Ces 2 filières, le posé et le flottant, en ont besoin. Donc voilà, ce sont les vœux de la commission offshore et de France Énergie Éolienne. Peut-être que nous aurons des éclairages tout à l'heure sur ces points. Alors, merci beaucoup Jean-François Petit, donc la commission offshore de France Énergie Éolienne. J'ai retenu plus de souplesse, un permis enveloppe, plus de simplification, une planification sur le long terme pour plus de visibilité. Alors peut-être que nous avons la chance d'accueillir monsieur Olivier David, donc pour la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, le ministère de la Transition écologique et solidaire,
Est-ce que vous avez des réponses à nous apporter sur la simplification réglementaire, par exemple? Oui, effectivement, l'État a lancé 2 appels d'offres en 2011 et 2013, dans lesquels les parcs ne sont pas encore construits. Ça commence à faire long. Et je dirais, il est difficile de pouvoir lancer toute une série d'appels d'offres sans savoir sur ces premiers parcs ce qu'ils ont donné, et notamment si les engagements industriels vont être tenus. Je pense que la première demande de l'État, c'est que les engagements qui ont été pris dans les premiers appels d'offres soient tenus. Et je dirais cette condition est une condition, je dirais, sine qua non à la poursuite de la filière. Il est clair que si les engagements qui ont été pris lors des premiers parcs ne sont pas tenus, il n'y aura pas de suite dans l'éolien en mer. Je pense que c'est vraiment la condition la plus importante et celle qui a été très clairement indiquée dans la PPE. Ensuite, l'éolien en mer, ça coûte cher. L'État a engagé 40 milliards d'euros de subventions dans les 2 premiers appels d'offres. Et donc, je dirais la baisse des coûts de l'éolien en mer est aussi une condition à la suite de la filière. La troisième condition, c'est de trouver des zones et d'avoir des lieux où on peut lancer des appels d'offres. Des endroits dans lesquels il y a une bonne acceptabilité par le territoire. On ne fera pas d'éolien en mer contre les territoires. Et des endroits où l'impact sur l'environnement est acceptable. Il n'est clairement pas question de sacrifier l'environnement pour faire de l'éolien en mer. Et donc c'est bien ça qui est dit dans la première PPE. La PPE donc, qui couvre la période 2016-2023, qui fixe un objectif je dirais assez large de projets engagés, puisque la fourchette qui a été fixée, c'est entre 500 MW et 6000 MW de projets engagés. C'est extrêmement large, hein, ça va de 1 à 12, avec ces 3 conditions, les zones, le prix et la tenue des engagements. Donc l'État a mené sa première part du travail, des engagements, puisqu'on a lancé un premier appel d'offres, donc du coup un 3e appel d'offres au large de Dunkerque. C'est un appel d'offres qui a été lancé en décembre 2016 et qui sera attribué au printemps 2018, dans lequel, je dirais, cet appel d'offres est assez critique parce que, de ce qu'on va pouvoir sortir de cet appel d'offres, ça dépend aussi, cet appel d'offres conditionne un peu la suite du process, notamment le prix qui sera, aura proposé le lauréat dans cet appel d'offres est un élément clé pour la suite du développement de l'éolien en mer. Tout ça ne nous empêche pas de réfléchir à la suite. Alors je laisserai mon voisin parler de la planification spatiale, parce que c'est un point extrêmement important dans le développement de l'éolien en mer. Il y a les objectifs, et donc on lance, la première PPE est arrivée à un moment où on n'avait pas la réponse à ces 3 questions. On espère qu'on l'aura au moment de la 2e PPE. Et donc on lance maintenant la 2e PPE qui va couvrir la période 2018-2028, dans lequel on va pouvoir fixer des objectifs plus précis dans les appels d'offres qui vont être engagés. Et notre rêve, c'est que les 3 premières conditions soient remplies et qu'on puisse avoir une programmation dans le temps. Notamment, un appel d'offres par an serait pour nous un bon objectif, un appel d'offres de 500 MW par an, qu'on puisse en engager un chaque année. C'est un bon objectif, mais il est conditionné à la réponse aux 3 premières questions, le coût, les zones et la tenue des engagements industriels. Pour pouvoir réussir j'espère que je ne suis pas trop long, mais pour pouvoir réussir cette planification d'appels d'offres et réussir chacun de ces appels d'offres, on est conscient qu'il faut faire un certain nombre de simplifications. Les simplifications, on en a faites quand même. On en a faites sur les recours, on en a faites sur l'assurabilité des projets, on en a faites sur un certain nombre d'études qui ont été lancées,
On en a fait sur la procédure et le dialogue concurrentiel, c'est ce qui est mené actuellement à Dunkerque, mais on souhaite en faire d'autres. On souhaite en faire une que vous n'avez pas citée. C'est d'une part sur le raccordement. Et donc sur le raccordement, notre souhait, c'est que, je dirais, le gestionnaire du réseau de transport, donc RTE, soit bien au centre du raccordement et puisse réaliser les raccordements en amont, indépendamment du processus de choix du lauréat. L'idée étant, d'une part, de pouvoir anticiper les raccordements, d'autre part, de pouvoir mutualiser les raccordements. Alors, ça se présente moins, je dirais, en tout cas sur l'éolien en mer. Enfin, on peut imaginer qu'un même raccordement puisse servir à plusieurs parcs, puisque, je dirais, pour atteindre votre objectif de 21 gigawatts, on imagine bien qu'il y aura des parcs qui seront côte à côte dans la suite. Donc c'est le raccordement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir sécuriser ce raccordement grâce à l'action du gestionnaire du réseau de transport. La deuxième simplification qu'on veut faire, c'est de pouvoir délivrer aux lauréats de l'appel d'offres l'ensemble des autorisations nécessaires. Donc aussi bien l'autorisation environnementale que l'autorisation d'occupation du domaine public maritime. Et donc, ce qui signifie que l'État mènera en amont l'ensemble des études nécessaires, notamment une étude d'impact, pour pouvoir délivrer l'ensemble des autorisations au moment de l'appel d'offres. C'est une procédure qu'on souhaite mettre en œuvre dans des délais rapides. Ce qui veut dire aussi qu'au niveau de la concertation, l'idée est bien de faire le débat public avant le lancement de l'appel d'offres pour pouvoir tenir compte de l'ensemble de l'avis du public dans la définition de l'appel d'offres et que le lauréat de l'appel d'offres ait l'ensemble des autorisations au moment où il les attribue. Les recours, c'est un vrai sujet et ça ralentit les projets. L'idée est bien que, du coup, dans cette nouvelle procédure, il y ait un seul recours possible, qui est le recours sur l'appel d'offres en lui-même, dans lequel on délivre l'ensemble des lauréats, le recours sur le lauréat, dans lequel il a toutes les autorisations et l'appel d'offres au même moment. Donc il y aura, on imagine, un recours à ce moment-là. Les recours, c'est un vrai sujet. Et on a fait une simplification importante qui est de supprimer un niveau de juridiction. C'est réforme que toutes les autres filières vous envient, y compris d'autres filières dans l'éolien terrestre. Donc le tribunal administratif oui, en moins. La réforme consiste à supprimer un niveau de juridiction et donc d'avoir d'abord un premier recours devant la Cour administrative d'appel, avec une Cour administrative d'appel spécialisée à Nantes, puis un pourvoi devant le Conseil d'État. J'entends que vous voulez aller plus loin. Attention à ne pas aller trop loin. Je dirais quand on tire trop sur l'élastique, à un moment il casse. Je dirais pour nous, la première façon d'une part de sécuriser ces recours, c'est déjà qu'il n'y ait pas de recours au sein de la filière. Parce qu'un certain nombre de recours ne sont pas des recours d'associations de défense de l'environnement, mais sont bien des recours des professionnels entre eux. Et si déjà il n'y avait pas de recours au sein de la filière, peut-être que les choses seraient un peu plus sécurisées. Voilà pour les simplifications qu'on voudrait faire. Et donc, il y a vraiment un vrai besoin aussi de planification. Donc, il y a une planification, je dirais, dans la PPE, qui est une planification du volume des appels d'offres. Et il y a besoin d'une planification spatiale avec la planification, avec, je dirais, une planification du domaine public maritime et des différents usages. Parce que la coexistence, même quand on va au niveau très local, n'est pas si facile que ça. Je pense que les développeurs des premiers appels d'offres rencontrent quand même un certain nombre de sujets, notamment avec les pêcheurs. Ça dépend où, mais il y en a où c'est assez compliqué. On parlera de planification spatiale avec votre... Voilà, donc je pense passer du coup la parole à mon voisin pour qu'il puisse parler de la planification spatiale qui est un élément extrêmement important de la planification dans l'éolien en mer. Tout à fait, donc votre voisin c'est Olivier Laroussini, donc on est très content que vous ayez pu venir et donc vous êtes adjoint à la déléguée à la mer
et au littoral. Vous allez pouvoir nous parler de planification spatiale, planification maritime. Peut-être nous rappeler un peu le cadre de ce processus de planification spatiale et maritime et les objectifs, et puis peut-être le calendrier, et je ne sais pas s'il y a déjà des décisions qui sont prises. Merci. Donc, je vais faire un peu de théorie et ensuite je tâcherai de vous dire en pratique, et notamment pour les énergies marines renouvelables, ce que ça veut dire. Je vous prie tout d'abord d'excuser Catherine Chabot qui a été sollicitée au dernier moment pour, vous savez, dans les ministères, c'est très hiérarchisé. Hein, quand le ministre demande quelque chose ou son cabinet, bon, on n'a pas le choix. Donc, je m'excuse, vous n'avez droit qu'à son adjoint et pas à Catherine. Donc un peu de théorie sur la planification stratégique au sens large. On a un système en France qui est organisé depuis les lois Grenelle au plan national autour d'une stratégie nationale pour la mer et le littoral, hein, qui doit être ensuite déclinée par façade maritime en document stratégique de façade. Donc en gros, on a une stratégie nationale qui a été élaborée et adoptée en février dernier, et on travaille à l'élaboration de documents stratégiques pour chacune des façades maritimes de métropole. La même chose se passera outre-mer dans chaque bassin maritime. Si tout va bien, il devrait voir le jour adopté finalement début 2019, ce qui veut dire que les projets seront connus mi-2018. Vous savez que les phases de consultation finale sont toujours assez longues. On est en plus dans un cadre européen, puisque notre processus de planification met en œuvre 2 directives européennes. Ça aussi, c'était une sorte de simplification, hein. On avait avant des plans d'action pour le milieu marin qui mettaient en œuvre la directive cadre stratégie pour le milieu marin, et puis une nouvelle directive qui parlait de planification des espaces maritimes. On a considéré que dans le dispositif français, on avait la stratégie nationale et des documents stratégiques de façade qui mettaient en œuvre notamment les 2 directives. Je dis notamment parce qu'on prend la planification stratégique de façon plus globale. Donc le calendrier, je vous le redis, mais je l'ai déjà esquissé. On a une stratégie nationale adoptée depuis février dernier. On a des documents stratégiques de façade qui sont en préparation et dont les projets pour la partie stratégique et carte d'évocation devraient sortir en juin 2018, et donc une adoption en 2019. Dans le contenu de ces documents stratégiques de façade, il y a la stratégie générale qu'on adopte pour la façade et il y a cette planification des espaces maritimes. Un petit mot sur les choix qui ont été faits en la matière. Je pense que pour certains, la planification des espaces maritimes c'eût été de réserver des espaces à des activités. Ça pouvait être très pratique. Ça ne correspond pas trop à une certaine réalité de la mer où on superpose des usages sur un espace, mais en fait, qui souvent se succèdent dans le temps. Donc, ce n'est pas vraiment une superposition. Donc, découper la mer par activité, en fait, ça ne marche pas très bien. En plus, il y a des volontés qui s'expriment aussi d'autres usages, et si on va au conflit directement en voulant séparer complètement les choses, on n'y arrivera jamais. Donc l'idée, c'est plutôt d'aller vers une carte d'évocation, c'est-à-dire qu'en gros, on définit des zones et pour chacune d'elles, les enjeux principaux, les objectifs généraux qu'on adopte pour l'avenir. Alors, pour faire simple, je dirais que sur une zone au hasard, tiens, au sud de la Bretagne, qui correspond à peu près à la Grande Vasière, aujourd'hui, très concrètement, il y a 2 enjeux. Il y a la pêche, plutôt la langoustine, le merlu, et puis c'est une des zones potentielles pour l'éolien flottant. Donc le processus de planification pourrait arriver à dire, voilà, sur cette zone, il y a une double vocation. Et bien évidemment, on ne voudrait pas s'arrêter là, on voudrait dire aussi, et il faudra trouver à concilier ces 2 usages et commencer à mettre quelques clés sur la façon dont on envisage de concilier ces usages. C'est un petit aspect aussi des premiers appels d'offres, hein. On n'avait pas dit ce qui serait possible dans les champs d'éolien plantés. Alors ça a créé beaucoup d'angoisse et de fantasmes. C'est-à-dire que si, en gros, d'ailleurs, le préfet maritime aurait dit volontiers, oulala, personne ne circule dans les champs d'éolien plantés parce que je vais avoir des ennuis, moi, après, en sécurité, sûreté, etc. Et donc, ça veut dire pas de pêche, pas de transport maritime, rien. C'était hautement conflictuel. Alors depuis, on a travaillé et ça commence à s'écrire aussi, à se formaliser. On peut avoir d'autres activités dans des champs d'éolien plantés. Et forcément, ça allège la charge du conflit entre les usages. Donc de cette même façon, dans une carte d'évocation, sur une zone, si on
dit qu'on a des usages qui vont être privilégiés, il faut qu'on soit capable de dire dans quelles conditions on tâchera de les rendre conciliables. Donc cette notion de planification spatiale, elle est bien sûr à l'échelle de la façade maritime, c'est-à-dire qu'elle ne résout pas votre problème, ou celle de mon voisin, qui est de savoir à quel endroit il fait un appel d'offres. Mais ça lui déblaye le terrain. C'est-à-dire qu'en gros, il ne va pas aller chercher sur toute la façade maritime, il saura qu'il y a des zones dans lesquelles il y a vocation à accueillir des énergies marines renouvelables. Et donc on pourra recentrer les débats qu'il faudra avoir, recentrer les études préalables, recentrer les études d'impact, etc. Et donc on doit faciliter, ce faisant, l'identification des zones pour les appels d'offres, et deux, les conforter en cas de contentieux, parce que quand on aura lancé l'appel d'offres avec tous les permis qui vont avec, on sera dans une chaîne de décision où on aura bien posé la question dans un cadre de façade qui lui-même sera dans un cadre national. Alors je termine juste en disant quelque chose de très concret dans la stratégie nationale. Elle prévoit bien évidemment cette façon d'aborder la planification des espaces maritimes, et elle dit que dans le premier cycle de planification, nous avons 3 priorités. Ça ne néglige pas le reste, mais il y a 3 priorités. Trouver des espaces pour les énergies marines renouvelables, pour l'aquaculture et les zones de protection renforcées, notamment les zones de conservation halieutique, c'est-à-dire les zones où se reproduisent les poissons, où se trouvent élevés les jeunes, et qui sont importantes ensuite pour, bien sûr, la ressource halieutique. Donc 3 priorités, et la première d'entre elles étant les énergies marines renouvelables. Donc je dirais que l'affichage de l'État, en tout cas, est très clair de ce point de vue-là. On est dans la traduction à l'échelle des façades, et je pense que la vision à long terme, on la construira de cette façon. Merci. Au niveau du calendrier, donc je crois que vous avez peut-être vous pourrez faire des annonces en novembre, non, lors du prochain. Est-ce qu'il y a un comité j'avais noté un comité interministériel de la mer. Est-ce qu'à ce moment-là, on en saura plus? Alors, n'étant pas le Premier ministre, je ne peux pas faire d'annonce à sa place. Je suis désolé. D'accord. Alors, merci. Et je vais passer la parole donc à Denez Lostis, donc représentant, en fait, enfin, vous êtes même président d'honneur de France Nature Environnement, donc la FNE, donc qui fédère un grand nombre d'associations de défense de l'environnement. Et peut-être déjà un premier mot, qu'est-ce que vous pensez des mesures enfin, qu'a annoncé, enfin, qu'a développé Olivier David de la DGEC concernant notamment les études qui pourraient être réalisées en amont par l'État et transférer l'ensemble des autorisations aux lauréats, vous en tant qu'association environnementale? Oui, alors 2 mots pour d'abord indiquer que France Nature Environnement est une fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement, que nous regroupons plus de 3500 associations sur l'ensemble du territoire métropolitain et ainsi qu'en Outre-mer, et que donc nous sommes très présents sur les façades littorales, et que nous accompagnons de manière plutôt favorable le développement des énergies marines renouvelables, mais nous sommes naturellement très vigilants à ce que ceci se fasse sans impact significatif sur l'environnement et les écosystèmes marins. Donc nous sommes souvent d'ailleurs des partenaires d'opérateurs sur ces projets, notamment d'énergie marine renouvelable et d'éolien en mer. Quand je dis partenaire, ça peut être aussi bien un opérateur qui soutient un projet que, par exemple, RTE en matière donc de raccordement. Donc ceci étant dit, c'est vrai nous sommes aussi favorables à une amélioration, un raccourcissement du processus de mise en œuvre de ces productions, parce que nous souhaitons que la transition énergétique se réalise de la manière la plus rapide possible. Et c'est vrai que nous considérons que nous avons quand même perdu du temps. La France a perdu du temps. J'ai travaillé moi-même dans l'éolien, et alors qu'aujourd'hui on a près de 4000 éoliennes dans la mer européenne, on en a toujours 0 dans la mer française, et on n'en aura pas avant 2021-2022, sauf peut-être de manière individuelle ici ou là. Donc on a véritablement, il faut en avoir conscience, nous sommes en retard par rapport à nos concurrents ou aux autres pays européens, et pour
accélérer cette transition énergétique et notamment pour nous sortir du nucléaire, les EMR doivent jouer un rôle extrêmement important. C'est pour cela que nous sommes attentifs et très vigilants à ce qui vient d'être dit. Nous partageons l'essentiel de ce qui a été proposé par FEI en matière de sur la commission EMR. Nous accompagnons avec satisfaction, notamment ce qui n'a pas été cité par M. David, mais il s'en est expliqué ailleurs, dans le cadre du prochain projet de loi droit à l'erreur et simplification. Donc, vous avez cité un certain nombre de procédures qui pourraient faire partie de ce paquet-là de la loi. Donc, si ceci était vérifié, nous en serions très favorables. Notamment les études réalisées par l'État en amont et transférées aux lauréats. Nous avons toujours soutenu cette démarche-là qu'on retrouve dans les autres pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark. C'est vrai que nous gagnerions du temps, y compris au point de vue des recours, mais nous ne sommes pas les premiers à déposer des recours et c'est quand même relativement rare, même si un certain nombre de nos associations, sur tel ou tel sujet concernant la biodiversité, peut être plus concernées par un projet concernant l'avifaune, les chiroptères ou un autre endroit, les anodes sacrificielles. Donc les sujets peuvent être extrêmement nombreux. Mais c'est vrai que nous nous orientons vers... il y a une positivité là, des actions. Ce que je pourrais regretter quand même, c'est qu'il n'y a pas de lieu, pour nous, grosse fédération environnementale, il n'y a pas de lieu d'échange permanent sur ces questions-là. C'est-à-dire que nous multiplions les échanges bilatéraux. On travaille bien sûr beaucoup avec le ministère de l'Environnement, mais nous travaillons aussi avec des opérateurs. On travaille beaucoup avec RTE, comme je disais tout à l'heure. Mais on n'a pas de plateforme qui nous permette le plus en amont possible d'avoir des échanges. Il ne s'agit pas simplement de participer à des processus de décision, parce que pour ce qui nous concerne, nous participons à l'ensemble des procédures publiques, y compris quelquefois en appuyant fort sur les projets d'EMR. Je me souviens de réunions houleuses au Tréport où je défendais le projet défendu par les opérateurs. Donc, il faut encore accélérer ce processus-là. M. David évoquait tout à l'heure la nécessité d'un retour d'expérience, mais si on attend les premières éoliennes et leur fonctionnement pendant 3 ou 4 ans, en 2025, on n'aura pas beaucoup avancé. Donc je pense qu'il y a aussi... Je comprends cette préoccupation d'être sûr que les engagements pris par les opérateurs soient suivis d'effet, mais je pense qu'il faut aussi accélérer une mise en œuvre des EMR. Pour nous, c'est un élément majeur dans la transition énergétique et notamment les actions contre le changement climatique. Est-ce qu'il y a des attentes particulières, justement, des associations environnementales ou des choses que vous pouvez faire, des mesures à prendre? Je vais peut-être évoquer 2 points qui sont pour nous importants. Le premier, c'est en matière de fiscalité. Il y a une forme pour nous d'hétérogénéité du traitement fiscal des énergies marines en mer. Les articles 1519 B, C ou D concernent à la fois l'éolien et puis les hydroliennes. Et les hydroliennes ne sont pas traitées comme les éoliennes et les éoliennes pas comme les hydroliennes. Et pour ce qui concerne les éoliennes, nous ne comprenons absolument pas la distribution du cadeau qui est faite. En gros, par parc éolien, la fiscalité va concerner 7 à 8 millions d'euros par an. La moitié va aller vers des communes, soi-disant, en co-visibilité. Donc, une question va se poser le jour où il n'y aura plus de co-visibilité de communes. C'est-à-dire, quelles seront les communes concernées, par exemple, par un parc éolien flottant? Je ne sais pas s'il faudra rajouter un article dans le Code général des impôts. Mais en tout cas, il y a déjà là un premier aspect qui ne nous convainc pas, d'autant plus qu'il n'y a aucun suivi. Ceci a été plus ou moins évoqué dans d'autres tables rondes. Les communes, donc dans le cas présent, sur un parc éolien, les communes, 7 ou 8 vont toucher 3 à 4 millions d'euros. Vous vous rendez compte, pendant 20 ans, ça fait 80 millions distribués sur le territoire. Si c'est pour augmenter la luminosité des luminaires sur le front de mer, si c'est pour aller vers des options qui sont en contradiction avec le développement des énergies renouvelables, je pense qu'il faut être attentif à l'utilisation et au suivi de cette utilisation. Et nous regrettons que la préservation de l'environnement et notamment le fléchage vers l'AFB, l'Association française de la biodiversité, ne concerne que 5% de ce montant. Et nous pensons qu'il y a un déséquilibre et qu'il faudrait... j'espère que les parlementaires, les législateurs vont corriger cette répartition du cadeau éolien, parce que ça irait sans par certains côtés.
pour aller vers des actions beaucoup plus concrètes, notamment sur la préservation de la biodiversité marine. Le deuxième aspect, et je terminerai par là parce que c'est un peu plus positif de notre côté, c'est que la loi de reconquête de la biodiversité a confirmé l'importance de la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Et déjà à terre, nous sommes souvent frustrés par la valeur ou la qualité de ces différents volets de ERC, et notamment sur la compensation. Le suivi n'est pas correctement réalisé ni par les services de l'État, ni par les opérateurs qui ont installé un certain nombre d'infrastructures. Et en mer, pour l'instant, ça ressemble vraiment à une bouteille vide. Et nous souhaitons, donc nous avons créé un groupe de travail important à France Nature Environnement sur cette séquence ERC. Nous allons rencontrer pratiquement tous les opérateurs, que ce soit bien sûr du côté de l'État, les collectivités locales ou les opérateurs de production d'énergie. Et nous espérons organiser un colloque à la fin du premier trimestre de l'année prochaine sur un certain nombre de propositions, et notamment des propositions réglementaires, pour que la compensation en mer, ce qui est une démarche vraiment très compliquée, qui est très difficile, mais au moins qu'elle ait une réalité et qu'elle permette un accompagnement de toutes les parties prenantes, et notamment dans une démarche plus grenellienne que celle que l'on a aujourd'hui dans le domaine des énergies marines renouvelables. Merci Denise Lostis. Donc pour ce point de vue d'une association, enfin d'une fédération d'associations environnementales. Alors je vais passer la parole à Vincent Ballès. Donc vous êtes à la fois donc membre du Conseil national de la mer et des littoraux et également directeur général de WPD Offshore France, donc qui opérateur, en fait un des développeurs de projets éoliens en mer. De même d'ailleurs que pour Monsieur Petit aussi, la société RES est également développeur d'un des projets éoliens en mer. Donc vous êtes bien impliqué. Alors pouvez-vous peut-être déjà je ne sais pas si vous voulez compléter par rapport à ce qu'a dit Denise Lostis concernant les mesures ERC, éviter, réduire, compenser. Un mot pour faire la transition aussi sur est-ce qu'il existe déjà ce type de mesures pour les projets actuels qui ont été imaginés ou d'autres mesures qui ont été prises Oui, enfin, un commentaire rapide sur ce que disait Denise Lostis. C'est important ce groupe de travail qui a été évoqué à un niveau national et pour intégrer les retours d'expérience des différents projets, parce que ces travaux peuvent être menés à l'échelle de projets. À un échelon national, c'est utile d'avoir ce retour d'expérience et ces échanges entre associations de l'environnement et porteurs de projets. Mais mon propos était plus sur la planification maritime et pour faire écho à ce que disait Olivier de la Roussini et également Olivier David sur la troisième condition pour avoir une PPE ambitieuse pour l'éolien en mer, c'est avoir des zones. Effectivement, si on n'a pas de zone de secteur en face de la PPE, qui doit arriver en 2018, et forcément la PPE ne sera pas ambitieuse pour l'éolien en mer. Aujourd'hui, ce qui s'est passé sur les premiers appels d'offres, les projets qui ont été retenus, les zones qui ont été retenues, représentaient finalement des zones qui avaient pu être identifiées avec un travail historique de certains acteurs et avec un processus de remontée par les préfets maritimes, les préfets de région, un petit peu au cas par cas, sur une commande publique en 2011-2013, lorsqu'ils étaient sollicités pour atteindre un certain volume. Ce qu'on voit au travers de la planification, et alors j'avais quelques cartes, je ne sais pas si elles peuvent être diffusées. Voilà, c'est ça. Parce que quand on parle de planification, c'est pas mal d'avoir des illustrations. Le premier point sur le monde maritime, l'usage maritime, c'est que il y a beaucoup d'acteurs en présence. Et lorsque, en Belgique, en 2005, ils ont lancé cet exercice de planification, qu'ils ont recensé l'ensemble des activités maritimes et l'espace nécessaire pour chacune de ces activités, ils sont arrivés à 264%. Donc effectivement, si jamais chacun a un précaré et qu'aucune activité ne peut cohabiter, on a un problème. Cela dit, les activités peuvent cohabiter, c'est comme ça qu'on résout cette équation. Il y a eu un travail qui a été mené par le ministère avec une note publiée cet été sur la cohabitation au sein des parcs éoliens en mer
avec les autres usages, et notamment donnant un feu vert pour les activités de pêche au sein des parcs, pour les activités pour les navigations jusqu'à une certaine taille de navire. Donc ce qui permet de donner de l'air effectivement dans les concertations, mais également donner de la perspective pour la planification. Et donc derrière, le travail qui a été mené dans les différents pays, ça a été un travail pour cartographier ces espaces. Alors aujourd'hui, au Conseil national mer et littoral et dans les conseils maritimes de façade, on parle de carte de vocation. Selon les pays, selon les États, il y a différentes stratégies qui ont été mises en place. Je veux dire, en Allemagne, la carte au centre, c'est la stratégie la plus précise, la plus spécifique en identifiant les concessions propres pour les parcs éoliens en mer. La stratégie de la Belgique sur la gauche a été de définir des macro-zones, des zones un peu plus larges, en identifiant des activités spécifiques. Et enfin, à droite, l'Angleterre, elle, définit vraiment des zones très larges dans lesquelles pourront s'inscrire les projets éoliens en mer. C'est ce travail qui est nécessaire et ces conclusions qui sont nécessaires en France pour pouvoir projeter effectivement les objectifs de programmation et être crédible sur ces objectifs de programmation. Donc c'est le dernier slide où dans les trois couleurs sur le littoral français, vous avez le gisement de l'éolien en mer. Vert foncé, on est en spécifique éolien posé, donc jusque 30 mètres de fond. Le vert clair, on est sur une couverture entre posé, flottant, entre 30 et 70 mètres de fond. Donc selon les technologies, on sait faire ou du posé ou du flottant. Et ensuite, la partie jaune, c'est le gisement purement éolien flottant entre 70 et 200 mètres de fond. Donc vous voyez que le gisement français, on n'a pas à rougir face à nos voisins européens, encore moins face aux Pays-Bas qui sont souvent cités en exemple à la vue de la réussite des derniers appels d'offres. Les Pays-Bas, ils ont une façade maritime, un linéaire de côte qui est 10 fois inférieur au nôtre, avec des objectifs pour l'éolien en mer qui ont été portés à 7 gigawatts. Donc à partir de ce gisement, nous, la démarche que nous voyons, c'est une démarche de planification qui n'est pas sur en même temps que la démarche de programmation de la PPE, une planification sur un temps moyen long, avec effectivement sur un travail sur des macro-zones, sur des zones de vocation, qui permettent ensuite de projeter la programmation pluriannuelle de l'énergie, de projeter les objectifs. Et Jean-François a rappelé l'objectif de la profession à 2030 en parc engagé et installé à 21 gigawatts, de projeter ces objectifs sur les zones qui ont été identifiées. Un commentaire sur ce travail de planification, c'est important également que lorsqu'on se met autour de la table avec les autres usagers de la mer, il y a un travail constructif et d'éviter les formes de sanctuarisation ou d'instrumentalisation que pourraient être tentés de faire les uns ou les autres. Olivier David parlait d'enjeux environnementaux. Les enjeux environnementaux ont aujourd'hui été projetés sur le littoral français au travers de ZPS de manière très extensive. Aujourd'hui, les ZPS en mer ne sont pas similaires aux ZPS à terre parce qu'elles sont basées sur un découpage qui n'a pas été basé sur des observations. Donc tout l'enjeu d'avoir un état initial des observations environnementales en amont des procédures, en amont du choix des lauréats pour cadrer ces zonages et ensuite arriver donc à un objectif d'appel d'offres et ce chiffre de 0,8% de l'espace maritime métropolitain pour l'éolien en mer pour les 21 gigawatts nous fait penser que c'est un objectif qui peut être retenu. Merci beaucoup. Donc Vincent Balès pour ces explications sur la planification, comment ça se fait dans d'autres pays et comment ça pourrait se faire aussi en France, mais comment ça va se faire aussi en France. Un point sur la simplification et forcément nous accueillons, la profession accueille très positivement les déclarations, les avancées et les intentions de simplification de la filière.
que nous pouvons déjà constater sur l'appel d'offres de Dunkerque, avec une nouvelle procédure de dialogue qui permet d'apporter de la robustesse à l'appel d'offres et au processus de l'appel d'offres. L'étape d'après étant effectivement d'accentuer les études en termes de qualité, également en termes de contenu, de couverture d'études, aller jusqu'à délivrer une étude d'impact. Alors, un état initial aux porteurs de projet. Après, il y a un débat et c'est important que nous puissions travailler là-dessus, apporter des propositions sur jusqu'où va le copilotage entre l'État et l'opérateur qui est lauréat de l'appel d'offres. Autrement dit, est-ce que les autorisations doivent être obtenues en amont ou alors est-ce que l'État mène toutes les études permettant ensuite au lauréat de réaliser le processus d'autorisation, car c'est lui ensuite qui fera face au recours d'opposants sur ces autorisations. Donc là, il y a un enjeu tant du pilotage des demandes d'autorisation que également du délai des futurs appels d'offres, parce que c'est des procédures longues à mettre en œuvre et lorsqu'on regarde l'ensemble des calendriers de mise en œuvre de projets, certaines étapes se font en parallèle. Donc voilà, il y a un travail à approfondir et à partager sur cette simplification. Mais oui, en tout cas, tout ça va dans le bon sens pour l'éolien en mer en France. Tout à fait. Peut-être que Olivier David pourra répondre tout à l'heure. Effectivement, il y aura encore, j'imagine, des échanges à ce sujet. Alors, auparavant, je voulais donc passer la parole et entendre Filippo Simitan. Donc là, nous allons avoir le point de vue du fabricant. En l'occurrence, vous êtes président de Siemens Gamesa Renewable Energy France. Et je rappelle que, en fait, vous êtes le constructeur. En fait, vous avez racheté le constructeur des turbines Adven, qui était auparavant Areva, qui ensuite a fusionné avec Gamesa, donc c'est devenu les turbines Adven, qui étaient prévues sur 3 parcs éoliens en mer en France. Et vous avez notamment des projets d'usines au Havre pour les construire, mais vous avez fait une annonce hier comme quoi finalement ce serait remplacé par des turbines Siemens. Alors, vous avez entendu les conditions posées par l'État, que les engagements industriels soient tenus. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tout ça? Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, ça donne l'occasion de répondre aux points qui avaient été mentionnés par Olivier David, donc les objectifs industriels en France. Pour Siemens Gamesa, bien évidemment, la réussite de la transition énergétique de l'éolien en mer en France, c'est une réussite industrielle. Et dans cette réussite industrielle, on reprend les flambeaux qui avaient été amenés au début par Areva, puis suite à la fusion, à la joint venture avec Gamesa et la reprise qu'a Gamesa, et avec la fusion, aujourd'hui les groupes Siemens Gamesa, dans la configuration de portfolio, la décision a été prise, a été communiquée hier matin, de concentrer les efforts d'investissement sur une des 2 plateformes de 8 MW, qui a été retenu en concertation avec nos partenaires et avec l'approbation de l'État sous les 3 parcs français. C'était l'occasion aussi pour nous de rappeler et confirmer l'engagement industriel et le plan qui est lié à ces 3 projets. Et justement, ça reste un défi industriel qu'aujourd'hui est lié d'un côté à la visibilité sur les volumes et de l'autre côté la compétitivité de la filière. Donc je vais essayer d'élaborer un petit peu plus. On commence par la compétitivité. Forcément, l'éolien en mer doit devenir compétitif et c'est un de nos sujets principaux, pas seulement la compétitivité interne entre fabricants d'éoliennes, mais la compétitivité vis-à-vis des autres filières. Et on est très conscient que l'éolien en mer, sans une baisse des coûts, une baisse des prix, aura un futur difficile. On est confiant sur la suite. On voit d'autres pays avoir atteint certains niveaux de prix tout à fait confortables et tout à fait compétitifs vis-à-vis des autres sources renouvelables. Et on est obligé d'amener la même confiance aussi en France.
vis-à-vis de l'État pour pouvoir continuer le développement. Notre travail sur la compétitivité n'est pas qu'un travail sur la turbine, tout en étant turbinier. On sait que dans les offshore, la turbine est importante et les dimensions sont importantes, les coûts sont importants, mais il y a toute une série d'éléments à partir de la logistique, à partir de la maintenance, l'industrialisation, la digitalisation, et les développements des solutions de maintenance qui finalement contribuent énormément à la baisse des coûts. Mais encore une fois, ce n'est pas tout dans la turbine non plus et pas tout dans les turbiniers. Les prix qu'on a vus récemment dans les autres pays sont aussi issus d'une accélération de la baisse des coûts de développement et des coûts de capital qui ont permis d'atteindre certains prix. Et ça, c'est une combinaison d'éléments qui fait qu'il y a une évolution et une perspective d'un lien en mer aujourd'hui plutôt positif. Mais le coût de la turbine, ça représente quel pourcentage du total? Dans un investissement offshore, 40%. 40%. Donc le reste, c'est le développement et l'installation? C'est la partie industrielle, mais dans un investissement, il y a les coûts de capital, les coûts de risque. Donc la valeur du risque est très importante et il y a énormément d'avancées qui ont été faites. Le deuxième élément, une fois que la compétitivité est atteinte, c'est les volumes et c'est la visibilité vis-à-vis de ces volumes qui permettent de rendre les investissements industriels durables et pérennes. Et c'est forcément nécessaire du point de vue de l'industriel. Des avancées ont été faites, on les a rappelées tout à l'heure, en simplification, en ouverture du dialogue concurrentiel, on parle de permis enveloppe, on parle de prépondérance de l'élément prix dans les appels d'offres, on parle de flexibilité. Tout ça a été annoncé, a été rappelé même hier par Madame Papalardo. Donc on partage et on salue cette vision et surtout cette volonté d'atteindre un rythme dans les appels d'offres. J'ai entendu 500 MW par an, c'est important. Le deuxième élément qui est autant important, c'est la capacité de raccourcir les délais entre les moments où un projet est attribué et les projets se réalisent. C'est pas facile. Il y a énormément d'éléments à prendre en compte, la planification, la concertation. Mais évidemment, aujourd'hui, avoir un appel d'offres lancé en 2017 pour être attribué en 2018, pour être installé dans la deuxième moitié de la prochaine décennie, ça représente un défi industriel. Alors c'est pour ça que vous ne pouvez pas encore nous dire quand est-ce qu'elles vont ouvrir les usines au Havre? Ouais. J'aimerais pouvoir vous le dire. Les plans industriels est complètement lié au planning des projets. Et donc on est dépendant de l'avancement de ces projets, des recours ou des non-recours. Mais vous serez prêt? Nous, on sera prêts. D'accord. Et vos engagements, vous pouvez les rappeler? On a confirmé les engagements des 2 usines au Havre. Donc pour usines et en termes d'emploi? 750 emplois directs. Et peut-être le fait de construire la plateforme Siemens, c'est ça, vous permettra de continuer, d'aller plus loin dans le temps, en fait, j'imagine, parce que vous pourrez la construire pour d'autres parcs en Europe. Ça représente aussi une opportunité pour les tissus industriels, pas seulement parce que la plateforme est une plateforme plus mature par rapport à la plateforme qui avait été développée par Adwen, mais surtout parce que c'est une plateforme qui a du succès à un niveau européen. Donc le jour où les projets français seront installés avec cette machine, on aura déjà plus de 1000 éoliennes de la même plateforme installées en Europe avec plus de certaines centaines de millions d'heures d'opération, ce qui permet à la filière industrielle qui va se créer autour de ces usines de rentrer dans une logique européenne. Et du moment où la filière se rend compétitive, innovante et performante, aura sûrement accès à nos plateformes européennes. D'accord, merci. Peut-être juste on fera un deuxième tour de table où je vous poserai une autre question et je voulais laisser la parole donc, à Monsieur Hartwig Schnöckel. Donc là, pour ceux qui souhaitent suivre en français, comme il va s'exprimer en anglais, je vous invite à mettre vos casques. Donc vous êtes responsable de projet pour le développement de portefeuilles éoliens en mer pour ENBW. Donc ENBW. C'est cette entreprise allemande qui a été lauréat très récemment d'un parc éolien en mer sans subvention. Donc vous allez, alors ça fait parler beaucoup, hein, tout le monde dit ah là là, sans subvention, ils y arrivent. Donc comment c'est possible? Quels sont les facteurs qui amènent à ça? Merci Carole, merci pour inviter ENBW. Unfortunately, I got to switch to English.
Oui, malheureusement, je vais parler en anglais car mon niveau de français n'est pas suffisant. Merci de nous avoir donné l'opportunité de vous donner une perspective du marché allemand. J'aimerais vous donner une étude de cas. D'abord, une petite introduction à ENBW. Nous sommes une entreprise de services en Allemagne. Au cours de toute la chaîne de valeur, nous avons un focus stratégique très fort sur les énergies renouvelables, surtout les éoliens en mer et terrestre. Récemment, nous sommes joints à France Énergie Éolienne également. Et cela montre que nous regardons non seulement l'Allemagne comme un marché, mais également d'autres marchés européens, par exemple en Turquie, mais également en France. Certains d'entre vous ont remarqué depuis les derniers résultats d'appel d'offres allemand que ENBW avait gagné largement. Et j'aimerais vous donner un peu de contenu de notre perspective. Quelles étaient nos opinions? D'abord, je pense qu'il est nécessaire de vous donner un contexte de ENBW. ENBW s'est déjà engagé sur le marché en mer allemand. Nous avons commissionné notre premier parc éolien dans la mer Baltique en 2011 déjà. Pour l'échelle d'aujourd'hui, c'est un parc assez petit, avec 50 mégawatts à peu près. Il y a 2 ans, nous avons ouvert un autre parc dans la mer Baltique qui est plus grand. L'année dernière et au début de cette année, nous avons pris une décision d'investissement pour 2 parcs dans la mer du nord d'Allemagne qui sont très près, très près l'un de l'autre, comme vous voyez sur la carte. Il y a un parc Hinterreit également qui était la connexion pour le premier appel d'offres allemand. Un des facteurs de succès est la proximité entre Albatros et Rosier. Avant de venir aux facteurs du succès, j'aimerais d'abord rapidement regarder le contexte du système d'appel d'offres allemand. L'Allemagne a un système de tarifs fixes, à peu près 180 € par mégawatt par heure pour les premières 8 années. Ensuite, cela se réduit un petit peu. Donc, c'est un système assez élevé, de tarifs élevés. Ensuite, nous avons un système central. Nous sommes entrés dans une période de transition en ce moment-là. Vous avez vu les parcs sur la carte précédente. Il y a beaucoup d'autorisations, des permis qui étaient inclus dans cette transition, dans cette période de transition. Le premier a eu lieu cette année. En avril. Le prochain appel aura lieu en avril prochain. Il y a une compétition entre les connexions, les raccordements et une demande élevée en termes de parcs avec des permis. C'est une réponse à votre question, comment était-ce possible? Mais l'appel d'offres a été attribué en regardant le prix ou seulement en regardant le prix.
Ce n'était pas la seule condition, mais il n'y avait pas beaucoup de dialogue, je pense, comme vous voyez, depuis la France. Le système central, le système central de vente aux enchères commencera en avril prochain. Depuis notre point de vue, en regardant un petit peu par le passé, ça ne nous surprend pas à la fin que nous ayons réussi en Duabit, mais nous ne sommes pas la seule entreprise qui offre zéro Duabit. Il y a 2 parcs avec les zéro subvention également au prix du marché. Il y a 4 facteurs clés. D'abord, j'ai dit que ENBW a beaucoup d'expérience en termes de l'industrie éolienne offshore. Depuis quelques années, nous avons un bureau dédié à Hambourg avec plus d'une centaine de salariés qui travaillent sur cette chaîne de valeur du développement jusqu'à la construction, l'installation et les opérations également. Un facteur clé est que nous connaissons le marché allemand, mais que nous connaissons également les étapes nécessaires. Ensuite, comme je dis, seuls les projets qui aident les permis étaient autorisés. Et parmi ceux-là, le problème ENW Hinterreit était le plus grand. C'était possible avec un projet de plus de 900 MW qui est en cours de réalisation. Bien sûr, cela permet des économies d'échelle comparées à d'autres projets qui étaient plus petits. Quand nous regardons la carte et la proximité entre Hinterreit et Rosier et Albatros, Rosier et Albatros sont 2 parcs. Nous avons pris la décision d'investir là-dedans cette année et ils seront en place à la fin de 2019 et Hinterreit sera commissionné en 2025, je pense, mais ce n'est qu'à 15 km de là. Donc, vous pourriez penser à des synergies au moins pendant la phase opérationnelle des 3 parcs éoliens. Ils peuvent partager leur logistique, pour ne citer qu'un facteur. Le 4e point, qui est également très important, je regarde également le collègue de Siemens, qui pourra peut-être en dire plus, mais la mise en service de Hinterreit sera en 2025 seulement, car le réseau sera disponible qu'en 2025. Donc, pendant beaucoup de temps, nous n'aurons pas encore pris la décision sur la technologie exacte à déployer sur ce parc éolien. Donc, bien sûr, nous pensons qu'il y aura des améliorations technologiques d'ici 2025. Mais non seulement cela, si nous regardons l'électricité, le marché et les prix, si vous regardez en Allemagne surtout, vous connaissez la fermeture des centrales nucléaires qui aura lieu en 2025. Et certaines centrales nucléaires vont se fermer au cours des années qui viennent. Depuis un point de vue de mobilité, de demande, donc, nous pourrons penser que le prix de l'électricité va augmenter.
Voici donc les 4 facteurs clés pour nous, pour le succès. Et finalement, nous pensons que ce n'est pas très surprenant. Il n'y a pas il n'y a pas de pari sur le développement de l'avenir, mais nous pensons que nous avons utilisé notre rationnel et une approche conservatrice finalement pour cet appel d'offres. Pour les explications des différents facteurs qui ont pu amener ENBW à proposer donc un appel d'offres répondre à un appel d'offres sans subvention, et on voit que c'est propre à la situation en Allemagne, notamment avec les synergies que vous pouvez faire avec d'autres parcs que vous avez déjà construits. Alors peut-être en quelques échanges déjà, j'aimerais demander à Jean-François Petit, en tant que vice-président de la commission offshore, une réaction alors justement à ce que vient de dire Monsieur Schnöckel sur ce projet en mer, et puis aussi à ce qu'a développé Olivier David sur la simplification au niveau du raccordement et puis au niveau des autorisations. Oui, alors par rapport à ce qui se fait en Allemagne, forcément, ça fait rêver les opérateurs français. Je pense que c'est la direction dans laquelle il faut aller. Maintenant, on a du chemin à parcourir, on n'en est pas à la même situation. Et en Allemagne, comme dans les autres pays, les appels d'offres qui ont été remportés avec des niveaux de prix extrêmement bas, voire sans subvention comme en Allemagne, sont basés sur des machines qui font entre 10-12 mégawatts, ou même pour certains, plus en perspective, ce qui est quelque chose que pour l'instant en France on n'a pas pu imaginer, puisqu'on doit définir très en amont le choix des machines. Donc aujourd'hui on travaille avec ce qui est connu sur le marché, donc 8 ou 9 mégawatts suivant le fournisseur. Donc déjà il y a cette différence qui est importante, et puis il y a aussi la mise en place de la filière industrielle française, qui est quelque chose aussi d'important et qu'on revendique, et qui légitime finalement le cadre des appels d'offres 1 et 2 qu'on assume complètement. Il faut lancer la filière, donc ça justifie des différences. Par contre, bien évidemment, c'est l'objectif, c'est la trend qu'il faut avoir. Il faut que l'on suive cet exemple. Après, par rapport à la simplification et notamment ce qui a été dit sur le raccordement, bah, écoutez, c'est quelque chose de très important et qui va dans la bonne direction, et qui est associé à ce qu'on disait sur la planification et la programmation. On insiste, je pense qu'il faut avoir une programmation à court et moyen terme, moins de 5 ans, et une planification au-delà, entre 5 et 10 ans. La planification, c'est important pour le réseau, pour les sous-stations, pour les postes sources. C'est important aussi, j'insiste, sur la planification dans les installations portuaires, que ce soit pour installer les usines nécessaires pour la fabrication, l'assemblage des éoliennes, mais aussi pour prévoir et anticiper les ports de maintenance. Donc, tout ça va dans le bon sens. J'ai juste une petite crainte sur vouloir faire un pas ou un grand écart entre la situation actuelle et une situation où les prochains appels d'offres seraient attribués simultanément à des autorisations environnementales ou l'étude, l'état initial, je pense, ce que vous avez dit. Ce qui voudrait dire, pour réaliser les études nécessaires pour faire un état initial, c'est environ 2 ans. Donc, ce qui voudrait dire qu'on n'aurait pas d'appel d'offres pendant 2 ans. Donc ça, c'est un souci aussi à intégrer. La filière, que ce soit les industriels, mais aussi les développeurs, ont besoin d'avoir un rythme pour continuer à maintenir nos équipes, nos efforts, et donner de la visibilité et de l'envie. Peut-être, Monsieur Olivier David, pour la DGEC, vous souhaitez répondre justement sur comment mettre en œuvre cette simplification? Il est clair que l'objectif, c'est de raccourcir la phase entre le moment où on engage un appel d'offres, on dit qu'on va faire un appel d'offres sur une zone, et la mise en service des parcs. Le fait que l'État mène en amont les études, notamment l'état initial environnemental et l'étude d'impact, amène bien évidemment à décaler la phase de l'appel d'offres dans le process global, entre le moment où on engage un appel d'offres sur une zone et entre le moment où le parc est mis en service. Je ne pense pas que ça ait d'impact pour les fabricants de turbines. Ça a un impact clair pour les développeurs, puisque c'est clairement l'État qui va faire le travail du développement du parc. Donc il y a clairement un impact. C'est l'État qui va du coup mener l'ensemble des études, obtenir les autorisations pour les transférer.
C'est bien vers cette... c'est rare que les fédérations professionnelles nous disent qu'on veut faire trop de simplification, qu'on va trop loin. Ça montre quand même qu'on est dans la bonne direction si on veut trop simplifier. C'est ça qu'on veut faire, sachant que la première étape quand même, et c'est quand même l'étape la plus longue, qui est dimensionnante dans le temps, c'est de faire l'état initial de l'environnement. Et l'idée, c'est bien de pouvoir engager très vite sur certaines zones cet état initial de l'environnement, sans attendre d'ailleurs que la procédure soit définie complètement au niveau législatif et réglementaire, puisque ça, de toute façon, je dirais qu'on fasse ce que vous proposez, qu'on fasse ce qu'on propose. De toute façon, il y a cet état initial de l'environnement à faire qui est long. Enfin, ça, on ne peut pas le raccourcir. Il y a des étés, des hivers, des phases de reproduction, des phases de migration. Donc ça, je dirais, l'objectif pour nous, c'est plutôt d'engager le plus rapidement possible sur des zones cet état initial de l'environnement qui est une phase incontournable, quel que soit ce à quoi on arrive. C'est une phase incontournable pour pouvoir ensuite faire l'étude d'impact, obtenir les autorisations environnementales. Merci. Monsieur Laroussini, je ne sais pas par rapport à ce qui a été dit justement en termes de planification maritime spatiale, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour favoriser, enfin développer encore plus ou accélérer les parcs éoliens en mer en France? Moi, je voudrais rebondir sur un chiffre cité 2 fois au moins. Si on fait tout ce dont on rêve, ça fait 0,8% des ZEE. Oui, enfin dans 99% des cas, il y a de la pêche. Et je pense que dans un tiers des cas, on est dans un détroit maritime qui est le plus fréquenté au monde. Donc voilà, c'est pas si simple. Et donc la planification spatiale, effectivement, il faut qu'elle apporte une réponse à cette question-là. On a été plusieurs à le dire. Il n'y a pas vraiment de solution en séparant les usages dans l'espace. Pour tout un tas de raisons, c'est pas raisonnable, on n'y arrivera pas. Donc il faut par contre que sur certaines zones, on affiche clairement les objectifs et ça donne effectivement une indication sur les zones sur lesquelles il faut investir dans les études préalables et que, comme je le disais tout à l'heure, tout de suite on affiche aussi des conditions de conciliation des usages. Et là, je voudrais juste envoyer un message au-delà de ça. Ce serait bien qu'effectivement les industriels, les promoteurs de projets essayent d'intégrer dans leur démarche, dans leur développement, une façon de proposer des co-usages. On a vu qu'il y avait quelques initiatives pour faire un peu d'aquaculture sur de l'éolien flottant. Bon voilà, ça paraît peut-être une idée un peu naïve comme ça au départ, mais je pense que si des développeurs, des industriels se mettent à réfléchir à ces questions-là, ils auront certainement beaucoup plus d'idées que ce que pourrait avoir l'administration depuis Paris pour proposer une conciliation des usages qui se base sur un co-usage de certaines plateformes qui seraient utiles aux uns et aux autres. Voilà le message que je voudrais envoyer. Très bien. Alors, comme il est déjà 17h... Je voudrais juste dire un petit mot quand même, parce que saluer quand même l'exemple allemand dans lequel on a un parc sans subvention et dire que c'est aussi possible en France. Si les développeurs veulent faire des parcs sans subvention, ils peuvent dès maintenant développer ce type d'initiative. Il n'y a pas besoin... Le cadre réglementaire et législatif est entièrement en place pour pouvoir dès maintenant développer un parc éolien en mer sans subvention. Est-ce que le parc d'Oléron, justement, il va faire l'objet des transferts d'autorisation et de tout ce que vous avez proposé? L'idée, c'est bien de pouvoir appliquer cette procédure à tous les prochains appels d'offres. D'accord, donc peut-être le parc d'Oléron, dont l'appel d'offres n'a pas encore été lancé, la zone d'Oléron? Oui, l'appel d'offres n'a pas encore été engagé sur Oléron. L'idée est donc de bien appliquer cette procédure à tous les appels d'offres suivants, après Dunkerque. Vous souhaitez réagir sur ce que vient de dire M. David? Oui, sur le travail de simplification, il est important. C'est peut-être un commentaire. Ça n'impacte pas uniquement les développeurs et les porteurs de projets. Les acteurs industriels qui ont d'ores et déjà des usines, j'ai en tête GE et l'usine de Saint-Nazaire, attendent aussi des commandes du marché allemand, certes, du marché
néerlandais certes, mais également des perspectives sur le marché français. Et donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, cette importance de trouver le bon curseur entre les études menées en amont de l'appel d'offres et les procédures qui pourraient être menées ensuite. C'est important de voir le calendrier global de projet, parce que si jamais on projette le prochain appel d'offres à dans 4 ans, l'usine de Saint-Nazaire en particulier et les autres investissements ont un risque par rapport à ça. On peut parler de l'usine de Saint-Nazaire, hein, si vous voulez. Le sujet de l'usine de Saint-Nazaire n'a rien à voir avec le 4e ou le 5e appel d'offres. L'usine de Saint-Nazaire, le sujet, ça serait qu'il puisse y avoir les commandes de l'appel d'offres 1. Là, on parle d'une année de charge, mais après, quid? Voilà, quid de tout ça? Alors, comme il est 17h, je voulais vous proposer, si dans la salle, il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, vous levez la main. Ah, bah, je vois que... OK. Alors, monsieur, ensuite monsieur, et derrière ensuite. Bonjour, donc Mathieu Monnier, France Énergie Éolienne. Merci pour toutes vos interventions très complètes. Je pense que ça a le mérite d'éclaircir un certain nombre de points sur les actualités récentes. Il y a un élément de réponse pour Olivier David pour le zéro subvention. C'est l'État hollandais en fait qui dérisque complètement, qui met à dispo le raccordement et qui va proposer un appel d'offres d'abord à zéro subvention. Et si ça ne marche pas, un appel d'offres comme d'habitude en fait. Donc ça peut être un élément d'inspiration aussi. Après, j'avais 3 questions, donc 3 questions enveloppe, on va dire, sur le flottant, savoir un petit peu quelle est la vision de l'État après l'attribution des fermes pilotes, savoir est-ce qu'il y a une vision sur le calendrier commercial, ça fait partie de la PPE bien sûr, mais comme on a une concurrence internationale avec la mise en place de certains projets en Écosse, etc., je pense que c'est important pour la filière française qui est particulièrement en pointe d'avoir une visibilité. Sur le débat public, est-ce que, alors qu'on va avoir un débat public sur la PPE, ça a été annoncé, et potentiellement sur les documents stratégiques de façade, est-ce qu'une concertation avec Garance, ça ne suffit pas, voire une seule enquête publique seulement? Et puis après, le 3e point, c'est plus de voir au niveau du raccordement, on a parlé de la construction, de la mutualisation. Est-ce que, là je pense aux banquiers notamment, hein, qui posaient la question, est-ce que le cas de l'indisponibilité prolongée va faire l'objet d'une législation comme en Allemagne, notamment avec une couverture tarifaire en cas d'indisponibilité prolongée? Ça existe en Allemagne, au bout du 12e jour, il y a 90% du tarif qui est versé par l'opérateur, sous réserve d'être bien sûr couvert par un tarif. Voilà. Alors j'imagine que vous posez ces questions à Olivier David, que je regardais, Olivier David de la DGEC. Effectivement, pardon. Non, sur la première question, votre première question est très intéressante sur l'éolien flottant, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. C'est vrai qu'autant sur l'éolien en mer posé, on essaie de construire une filière industrielle avec des usines, et on est vraiment, je dirais, très rassuré et très satisfait des annonces que fait Siemens, qui est pour nous vraiment des annonces extrêmement importantes. Mais je crois que l'État est là aussi pour je dirais faciliter tout ce que fait Siemens, son implantation sur le port du Havre et tous ces sujets qui sont pour nous extrêmement importants. Mais clairement, sur l'éolien en mer posé, on le voit avec l'exemple de l'Allemagne, on n'est quand même pas très en avance. Pour dire les choses, je dirais, avec un euphémisme. Sur l'éolien en mer flottant, je dirais là, nos ambitions sont un peu différentes, puisqu'on est là clairement en avance. On a attribué 4 fermes pilotes, et l'idée c'est bien de pouvoir accompagner la filière vers ensuite un appel d'offres commercial avec un volume à discuter. Voilà, on n'a pas les réponses à tout. Là, on a fait un travail d'identification des zones. Il y a un travail important qui a été fait en Bretagne, il y a un travail en cours en Méditerranée. Il y a une discussion à avoir avec la filière. Est-ce qu'il faut faire un appel d'offres de 100 MW, 200 MW, 500 MW tout de suite? Il faut aller par palier, mais l'idée c'est bien de rester dans le rythme. Et pour rester dans le rythme, on compte beaucoup, surtout sur les 4 fermes pilotes qu'on a attribuées, qui respectent les délais pour la mise en service des parcs. Et je dirais qu'on ne prenne pas de retard sur ces 4 fermes pilotes
pour qu'on reste dans le rythme et dans la compétition internationale. L'idée pour rester dans la compétition internationale, c'est bien de lancer rapidement, d'engager rapidement des appels d'offres commerciaux sur la filière flottante, sur lequel, dans notre vision, on a un potentiel très important en Bretagne et en Méditerranée. Sur la deuxième question portée sur le débat public. Sur le débat public, alors c'est à la Commission nationale du débat public de répondre. C'est elle qui décide si on fait ou pas un débat public. Notre vision, c'est qu'il ne faut pas mégoter sur la concertation et essayer de raccourcir des phases de concertation ou de chanter des phases de concertation. On le paye ensuite dans la réalisation des projets. Et pour nous, il est important d'avoir des débats publics sur les parcs éoliens en mer, notamment, par exemple, pendant la réalisation de l'état initial de l'environnement, qui est longue. Là, on peut très bien paralléliser l'ensemble des procédures et mener un débat public à ce moment-là. Le débat public a quand même son utilité, c'est qu'il permet d'une part d'affiner l'appel d'offres qu'on veut faire, il permet à l'ensemble des parties prenantes de s'exprimer et pas simplement, je dirais, les parties prenantes institutionnelles, mais aussi d'écouter le public et de prendre en compte son avis. Je dirais, dans notre vision, il ne faut pas mégoter sur la concertation. Et au-delà de l'intérêt d'un débat public, il y a peut-être la question du timing. Non, auparavant, ça avait été très en aval, très en amont, je veux dire, des projets, et peut-être ça avait été assez long. Et je ne sais pas si vous allez refaire pareil. L'idée est bien de faire le débat public avant le lancement de l'appel d'offres, avant le lancement, je dirais, de la procédure d'appel d'offres et son attribution. On a tout un temps dans la réalisation de l'étude de l'état initial de l'environnement et dans la procédure d'appel d'offres proprement dite pour pouvoir faire sereinement un débat public à ce moment-là et écouter l'ensemble des parties prenantes pour que le cahier des charges prenne en compte ce qui ressort du débat public. Et la troisième question, c'était sur le raccordement et la question de l'indisponibilité prolongée. Est-ce qu'il y aurait une couverture tarifaire à ce sujet? Oui, il est clair par contre que c'est sûr que ce débat public sera éclairé par les concertations qui seront faites dans l'élaboration du document stratégique de façade, puisque on aura déjà déblayé un grand nombre de sujets sur l'usage de la mer, la cohabitation, l'évocation des zones. Alors, sur votre troisième question, c'est un débat qu'on a pour le moment appel d'offres par appel d'offres. Et on n'a pas de cadre général. Ça fera partie des concertations. Il est clair que la question du raccordement est essentielle, notamment pour sécuriser l'exploitant de l'installation de production. Mais on a la chance d'avoir un gestionnaire de réseau particulièrement efficace qui nous garantit un raccordement à la fois rapide et fiable. Alors, il y avait une deuxième question à côté, enfin oui, d'autres questions. Bonjour, Emmanuel Legrand de la Caisse des dépôts. J'ai une question pour notre collègue d'NBV, en anglais peut-être, maybe. So we all understood that you are making. Nous avons tous compris que, en fait, vous misez sur l'évolution des prix, n'est-ce pas, les prix du marché de l'électricité. Vous misez également sur les coûts d'équipement. Ah, ok. Comme ça, tout le monde peut en profiter. Ma question est suivante. J'imagine que vous avez considéré la possibilité de ne pas construire le parc. Combien ça vous coûterait et quelles seraient les pénalités dans ce cas-là? Écoutez, les pénalités seraient de 90 millions d'euros, c'est-à-dire 100 000 par mégawatt. Et cela sera réduit après, une fois que l'on aura prouvé que l'on peut continuer et développer le parc. Et donc, cette amende diminuera. Mais pour l'instant, c'est 90 millions d'euros. Donc, Jean-Michel Prost, Réseau de transport électricité. Je voudrais commencer par remercier l'État par la confiance qu'il témoigne à RTE en sécurisant le raccordement des futurs parcs éoliens offshore.
Je voudrais aussi dire qu'on a un rôle d'aménageur du territoire d'une certaine façon sur le périmètre de notre activité qui est la gestion du réseau transport électricité et que donc on est tout à fait partant pour travailler sur tout ce qui sera planification des futurs parcs en mer. J'ai une question pour M. Schnockel de ENBV. Je voudrais savoir, après tout ce qui a été dit, quelle est la vision de ENBV sur le marché français et quelle est sa stratégie? Est-ce qu'il souhaite rentrer sur les futurs appels d'offres ou au contraire, si ce n'est pas le cas, pourquoi? Actuellement, nous sommes en train d'étudier le marché français. Nous sommes en pourparlers avec des acteurs de l'industrie. Nous n'avons pas encore décidé pour l'instant, mais enfin, nous sommes en train d'analyser les possibilités, car en Allemagne, il n'y en a plus beaucoup, du moins dans le futur proche. Donc, évidemment, nous nous intéressons au marché français. Nous cherchons des possibilités en dehors de l'Allemagne et la France est une des possibilités. Il y avait d'autres questions. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser des questions? Oui. Je ne vois pas. Alors, vous levez la main s'il y a d'autres questions. Sinon, non, apparemment non. Est-ce que parmi vous, une personne souhaite dire un mot, une réaction vraiment importante qu'il n'a pas dite? Ou c'est OK? Très bien. Écoutez, merci. Alors, voilà, ça va être la fin de ce colloque. Donc, je vous remercie d'être venus. Donc, je remercie aussi tous les participants pour ces échanges qui ont été très riches et qui nous ont montré toutes les initiatives qui vont en faveur des énergies renouvelables à tous les niveaux. On voit qu'au niveau des citoyens qui s'impliquent de plus en plus dans la transition énergétique, au niveau des collectivités territoriales qui accompagnent, qui s'engagent dans des projets, au niveau de l'État qui prend des mesures de simplification, au niveau des gestionnaires de réseaux qui se lancent dans des projets de stockage et de réseaux intelligents, au niveau des ONG qui accompagnent aussi l'essor des renouvelables, et au niveau des professionnels, puisque vous êtes tous là et vous engagez également. Donc voilà, au nom de Français Énergie Éolienne, nous vous remercions et nous vous disons à l'année prochaine.